Donc, on va commencer tout de suite avec toi, Émilie. Le sport féminin, cette sous-catégorie du sport. Qu'as-tu à en dire? Exactement. En fait, je vous parle du sport féminin, plus spécifiquement d'athlétisme, mais encore plus spécifiquement, disons, d'hormones. En fait, je vous raconte l'histoire de Caster Semenya, qui est une athlète sud-africaine qui est hyper androgène. Ça veut dire que son corps produit un niveau important d'androgène, une substance qui amène un taux de testostérone particulièrement élevé. La testostérone, c'est une hormone qui est présente en beaucoup plus grande quantité chez les hommes que chez les femmes. Et ce serait entre autres à cause de cette hormone-là que les hommes ont une plus grande force physique ou une plus grosse carrure que les femmes, de manière générale. Donc, Semenya est née femme, c'est-à-dire qu'on lui a attribué le sexe féminin à sa naissance, et depuis, elle s'est toujours identifiée comme femme également, malgré qu'elle avait un taux de testostérone supposément anormalement élevé pour une femme. Et puis, cette femme-là, donc, elle pratique l'athlétisme, et elle est double championne olympique. Elle est triple championne du monde aux 800 mètres, qui est sa distance de prédilection. Puis son histoire, disons, plus médiatique et même juridique, commence en 2009, lorsqu'elle gagne la médaille d'or au championnat du monde d'athlétisme à Berlin. Puis déjà, à cette époque-là, elle est accusée de tricheries qui sont basées littéralement sur son apparence physique. En fait, ses rivales disent « Vous avez juste à la regarder, vous comprenez qu'elle triche », en faisant référence au fait que ce serait un homme qui participe dans une catégorie de femmes, finalement. Puis, à cette époque-là, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, c'est-à-dire l'instance qui régit le réseau d'athlétisme au niveau international, suspend sa participation pour 1 an, le temps de la soumettre à des tests de féminité qui sont, dont on ne connaît pas la nature exacte. En fait, ça n'a jamais été rendu public et Semenya elle-même en a jamais parlé directement, autre que pour dire que ces tests-là ont été particulièrement traumatisants par leur caractère invasif et contraignant. On peut s'en douter. Donc, rapidement, en 2010, elle peut continuer de compétitionner sur le circuit d'athlétisme après avoir subi tous ces tests-là, mais elle doit prendre des médicaments qui font descendre son taux de testostérone. Donc, malgré que ces médicaments-là ont une influence sur ses performances, elle demeure championne du monde, elle obtient quand même le titre olympique en 2012. Et par la suite, en 2015, le tribunal arbitral du sport, c'est-à-dire une instance internationale qui tranche les litiges à caractère sportif, suspend le règlement de l'association d'athlétisme, le temps que l'association prouve que les athlètes hyperandrogènes ont effectivement un avantage indu. Parce que pour l'instant, le règlement n'est pas basé sur aucun fait scientifique ou médical avéré. Ensuite, en 2018, l'association récidive en adoptant un nouveau règlement qui impose un taux de testostérone maximal à toutes les femmes qui concourent dans les épreuves internationales, allant du 400 mètres au 1609 mètres, donc le 1000 américain. Et donc, Caster Semenya est directement visée par ce règlement-là parce que sa distance de prédilection est 800 mètres. Donc, elle saisit rapidement le tribunal arbitral du sport pour faire invalider le règlement en 2018 pour des raisons discriminatoires directement. Le tribunal a rendu son jugement récemment, c'est-à-dire le 1er mai dernier, dans lequel il a rejeté la requête de Semenya. Puis il a donné raison à l'Association internationale des fédérations d'athlétisme en disant que effectivement, c'est de la discrimination, mais c'était une discrimination qui était légitime. Et donc, le tribunal a dû adapter légèrement sa réglementation, mais l'idée demeure, c'est-à-dire que les femmes hyperandrogènes doivent, de manière artificielle, donc prendre des médicaments pour faire descendre leur taux de testostérone à un niveau donné, pour pouvoir continuer de compétitionner. Et puis, la semaine dernière, Semenya a annoncé officiellement, accompagné de ses avocats et de représentants de l'Afrique du Sud, de diplomates d'Afrique du Sud, qu'elle allait porter la cause en appel. Donc, ça reste à suivre. Ça reste un débat en cours en ce moment. Mais évidemment, ça l'amène beaucoup de discrimination envers ces femmes-là, mais il y a différents enjeux quand même que je voulais soulever. Donc, premièrement, l'Association médicale mondiale, tout de suite après le jugement qui est sorti au mois de mai, a demandé aux médecins de boycotter le règlement, déjà, pour des raisons de santé, pour des raisons d'éthique, parce que le fait d'être hyper-androgène, c'est absolument naturel pour des femmes comme Semenya. Il n'y a absolument rien de pathologique. Puis au contraire, c'est nuisible pour leur corps, littéralement, d'injecter des médicaments qui visent à réduire leur taux de testostérone, juste pour respecter un règlement d'athlétisme.
Mais évidemment, au-delà de l'aspect médical, c'est aussi un règlement de décisions juridiques qui ont un caractère sexiste puis qui ont un caractère raciste également, parce que déjà, c'est une restriction qui est basée sur des caractéristiques physiques, génétiques d'une athlète, puis ça s'applique à peu près jamais à des hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas semblables d'injustice biologique qui sont décriés chez les hommes. Quand il y a des caractéristiques génétiques qui font en sorte qu'un homme performe de manière extraordinaire, au contraire, on salue l'exploit. On peut penser, par exemple, à Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide du monde, qui mesure 2 mètres. On peut penser à Michael Phelps, qui est l'athlète le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques, dont le corps entier, en fait, est favorable à pratiquer la natation, c'est-à-dire qu'on constate qu'il est littéralement disproportionné par rapport à la plupart des hommes, mais c'est des hommes qui sont traités comme des héros, donc on ne remet pas en question la légitimité de leurs caractéristiques génétiques du tout. C'est aussi de faire la promotion d'une définition unique, finalement, de qu'est-ce qui est être une femme, qui est basée sur des critères binaires et des critères occidentaux aussi, parce que non seulement on chiffre un taux de testostérone en dessous duquel on est une femme et au-dessus duquel on devient un homme, mais aussi ça vise principalement des femmes africaines, des femmes asiatiques, parce qu'en ce moment, c'est seulement des femmes africaines et asiatiques qui sont prises avec ces questions d'hyperandrogénie-là dans le milieu de l'athlétisme. Finalement, évidemment qu'il y a des questions relatives à l'identité de genre, à la place, par exemple, des personnes trans dans le milieu sportif, dans les compétitions de haut niveau. C'est des questions qui sont extrêmement importantes, qui vont devoir être débattues sans aucun doute. Mais il y a une chose qui semble évidente, à mon avis, c'est que c'est sûrement pas à l'Association des fédérations d'athlétisme, au tribunal arbitral du sport, c'est-à-dire une trentaine de personnes en tout, dont plus des 2/3 sont des hommes, de décider qui est une femme puis qui l'est pas. Ça, c'est une grande question qui pourra s'appliquer. On va continuer de suivre ça dans le sport féminin, mais également dans plusieurs sphères de la société, plusieurs débats qui nous attendent. Ce sera d'ailleurs, j'imagine, un autre sujet récurrent dans une chronique prochaine. On va s'en aller à la musique avant de se dire que c'est pas demain qu'on va être bien.